Chers collègues, merci de bien vouloir regagner vos places pour que nous puissions commencer nos travaux du Conseil communautaire. En vous remerciant de votre présence, en vous indiquant que, évidemment, le quorum est atteint. Mais avant de commencer nos travaux, je vais proposer à Madame le maire de bien vouloir nous accueillir dans sa belle commune de Saint-Cassin. Madame le maire, à vous. Dans le parc de la Chartreuse. Monsieur le Président, mes chers collègues, alors il y en a déjà un bout qui se fait repérer. Bon, je vous... Bon, donc bienvenue donc à Saint-Cassin. Saint-Cassin, c'est la commune la plus au sud de l'agglo, qui appartient au parc de Chartreuse, comme vient de le dire Monsieur le Président, avec une magnifique vue sur le lac du Bourget. Certains sont allés la voir depuis la mairie, et sur les Bauges. C'est une commune qui est à 5 km de Chambéry, mais à 42 km de Bellecombe-en-Bauges, où nous serons dans un mois. Le chef-lieu est à 480 mètres d'altitude, et la pointe de la Gorja, à 1486 mètres, fait la limite avec nos voisins de Montagnole et d'Entremont-le-Vieux. C'est une commune rurale et avec 4 jeunes agriculteurs. Et les exploitations sont orientées vers l'élevage. 2 élèvent des bovins, une des caprins et l'autre des ovins. 3 font de la production laitière et une de la viande. Nous avons aussi 2 scieries à Saint-Cassin. La scierie Frison, qui est une entreprise familiale située route de Lyon, qui scie des bois certifiés AOC Bois de Chartreuse et Bois des Alpes, et qui emploie 7 salariés. Et puis, on a une plus petite scierie, la scierie Eurosillage, qui fait plus de la transformation du bois. La superficie de la commune, c'est 15 km². Donc, je me rappelle de Brigitte qui disait que c'était une toute petite commune à Jacob. Ici, on est à 15 km² avec un habitat qui est concentré vraiment sur le nord de la commune. La forêt recouvre les 3/4 de la commune, mais paradoxalement, nous avons peu de parcelles de bois communal. En 2021, il y avait 986 habitants, mais le recensement de 2023 indique que nous franchissons le cap des 1000. C'est une commune jeune, plus de la moitié de la population a moins de 45 ans. Ainsi, il y avait 2 classes à l'école en 2014 et aujourd'hui, il y en a 5. D'ailleurs, le premier projet de ce mandat, à la suite de l'étude faite par mon prédécesseur, a été la restructuration complète de l'école. Vous l'avez vu, elle est juste derrière moi. Nous n'avons gardé que l'enveloppe du bâtiment historique et tout a été refait à l'intérieur. Cette augmentation des jeunes qui fréquentent l'école puis le collège explique notre besoin de transport, et en particulier d'un bus à 16h30. Mais je crois que vous en avez déjà entendu parler. Pour finir, je connais quelqu'un qui dit qu'il est le maire de la plus belle commune de l'agglo. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique, mais je vais vous citer Jean-Jacques Rousseau dans les Confessions, alors qu'il arrive vers Chambéry en provenance des Échelles. Le chemin passe au pied de la plus belle cascade que je vis de mes jours. La montagne est tellement escarpée que l'eau se détache nette et tombe en arcade assez loin pour qu'on puisse passer entre la cascade et la roche, quelquefois sans être mouillé. Mais si l'on ne prend pas bien ces mesures, on y est aisément trempé, comme je le fus, car à cause de l'extrême hauteur, l'eau se divise et tombe en poussière. Il parle bien sûr de la cascade de Saint-Cassin, appelée aussi cascade de Cou, car elle est située au début du Val de Cou.
mais elle se situe bien sur la commune de Saint-Cassin. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne séance de travail. Merci Jocelyne pour cette entrée en matière champêtre, quasi bucolique. Et je ne sais pas qui tu visais comme maire de la plus belle commune, mais je pense qu'il a bien entendu. Il avait peut-être moins de références, mais peut-être va-t-il en chercher pour la prochaine réunion. Bon, je vais alors faire, non pas l'appel, mais vous indiquer que le quorum est atteint. Je vais désigner comme Benjamin, comme secrétaire de séance, le Benjamin Arthur Boisneveu, qui est là. Et je vais vous donner lecture des pouvoirs que nous avons reçus. Jimmy Baba, Gaëtan Pochet, Anne-Marie Barouti, à Grégory Bazin, Luc Berthoud, à Pascal Mithieu, jusqu'à son arrivée, car il va nous rejoindre. Daniel Boucher, à Martin Noublecourt, Vincent Boulnoise, à Éric Delomeau, Michel Camoz, à moi-même, Corinne Charles, à Franck Morat, Loïs Chassot, à Alexandre Génaro, Philippe Cordier à Benoît Perroton, Marcel Ferrari à Jocelyne Gougou, Jean-Pierre Fressoz à Corinne Wolf, Alain Gaget à Céline Vernaz, Philippe Gamin à Brigitte Beauchaton, Sabrina Hérinck à Arthur Boisneveu, James Sallet à Rémi Josette, Sylvie Kosca à Alexandra Thionard, Jean-Marc Léoutre à Michel Dien, Raphaël Mouric à Christelle Favetta-Sieyès, Marie Perrier à Hervé Ferrou-Platec, Claire Plateau à Marie Benvise, Sarah Rotelli à Micheline Miard-Almet, Walter Sortori à Corinne Venturini, Alain Tiefna à Martine Lambert. Je crois que je n'ai oublié personne. Et c'est... Excusez-moi. Chacun l'aura reconnu. Alors, je fais approuver le procès verbal de la séance du 28 mars dernier qui vous a été adressé. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu ? Il n'y en a pas. Alors, je vais vous indiquer sur la base d'éléments qui ont été transmis à l'administration, les élus qui sont dans la salle ce soir mais qui ne peuvent pas prendre part au vote. Je prends la bonne liste. Alors, sur le rapport numéro 6, qui sont des attributions de subventions à des associations, ne prennent pas part au vote Franck Morat, Sylvie Kosca, Christelle Favetta-Sieyès. Sur la numéro 8, attribution de subvention à l'AMLJ, Christian Berthomier, puis les membres de la MLJ, Jean-Benoît Sireno, Sylvie Kosca, Franck Morat, Luc Berthoud. Dans des subventions dans le secteur de l'habitat, Gaëtan Pochet pour la 15. Il y a le rapport numéro 21 qui est l'approbation d'un marché établi à la société publique agence Éco-Mobilité Savoie-Mont-Blanc. En l'occurrence, Serge Tiskevich, Arthur Boisneveu, Alain Tiefna, James Sallet, Alain Caraco, Isabelle Duno, Damien Orgueraz et Luc Berthoud. Également Chantal Jorda, Christian Berthomier, Corinne Wolf. Sur la 28, qui est une adoption de programmation financière du contrat de ville pour l'année en cours, Franck Morat, Philippe Vuillermet, Damien Orgueraz, Sarah Rotelli, Christian Berthomier, Sabrina Hérinck, qui est des membres de la MLJ, Jean-Benoît Sirino, Sylvie Kosca, Franck Morat et Luc Berthoud. Et ensuite, sur le 29, contrat de ville, engagement quartier 2030, ne prend pas part au vote Sabrina Hérinck. Et je pense que c'est tout pour les prises de vote, sauf à ce qu'en lisant les rapports les uns les autres, vous soyez trouvés en... Oui, Éric. Éric Delomeau ne vote pas pour le rapport numéro 19. Il en sera... D'accord, qui concerne la commune. Bon, ça marche.
Il y a de moins en moins de gens qui votent, effectivement, dans ce cadre de figure. Alors, avant de commencer le conseil municipal, quelques points peut-être d'actualité qui ont rythmé les derniers jours ou qui vont les rythmer, qui peuvent vous intéresser les uns les autres dans le cadre de vos responsabilités respectives. Nous avons été partenaires et s'est tenu pendant 2 jours le salon Solucir qui se tenait donc pour sa 3e édition, cette fois-ci à Chambéry, qui est une association qui regroupe les acteurs de l'économie circulaire sur les 2 Savoies, qui a été un franc succès avec une centaine d'exposants sur le site de Rubanox. Et vous aurez l'occasion un peu plus tard, d'ailleurs dans la soirée, de voter une subvention de soutien à cette association qui sera portée par la vice-présidente Marie Bénévise. Vous rappelez aussi, pour celles et ceux qui veulent s'associer à cette belle initiative qui vise à accompagner les femmes et les hommes victimes d'un cancer du sein, puisque ça touche les 2 sexes, même si on pense toujours que c'est les femmes, ce n'est pas le cas. Le 1er juin, donc, il y a Odyssea qui tient sa 18e édition, ce qui est une course caritative au profit de la lutte contre le cancer du sein. Et les organisateurs espèrent avoir de l'ordre de 10 000 personnes à courir ou à marcher, ce qui permettra une belle recette dont les profits seront reversés à la fois à l'Institut du Sein, à l'association 4S et au centre hospitalier de Métropole Savoie. Pour vous dire aussi que le 5 juin se tiendra l'inauguration, ça nous concerne directement, des pistes bleues, place du Palais de Justice Robert Badinter à Chambéry, où l'agglomération valorise par ce dispositif les itinéraires cyclables par un marquage au sol qui facilite les trajets en vélo. Et puis, pour parler toujours vélo, pour la première fois, nous organiserons le Vélo Tour le 16 juin prochain, qui est une manifestation qui propose une balade à vélo dans des lieux insolites. Parmi ceux-ci, les gens pourront donc pédaler dans le Phare, Savoie-Déchet, l'Institut national, par exemple, des jeunes sourds à Cognin. Dans un tout autre ordre d'information, un petit point sur la ZFE pour vous indiquer que les échanges entre les communes des agglomérations, Grand Lac, Cœur de Savoie et Grand Chambéry se poursuivent sur le projet de ZFE qui doit être mis en place, comme vous le savez, vous vous en souvenez, le 1er juillet 2025. Alors on est simple territoire de vigilance. Le 1er janvier 2025, on est territoire de vigilance, donc ne mettra pas en place cette mesure uniquement pour les véhicules ne disposant pas de vignette critères, ce qui veut dire que c'est les véhicules qui sont immatriculés, si on vous pose la question, avant 1997. Donc toutes les personnes qui ont sur leur pare-brise une vignette critère ne seront pas concernées par les directives qui réglementeront la circulation sur ce périmètre qui sera un périmètre assez vaste, de l'ordre de Montmélian jusque quasiment au bout du lac du Bourget. Voilà quelques éléments d'information dont je pense qu'il était utile de vous les donner en ce début de séance. Alors, nous avons pas énormément de dossiers ce soir, 34 pour ce conseil communautaire. Il y a toujours, dans un premier temps, les examens simplifiés que je vais vous lire, et à l'issue de cette lecture, je procéderai à un vote sur l'ensemble, sauf à ce qu'il y ait le souhait d'approfondir tel ou tel rapport que pourraient vous présenter les vice-présidents concernés. Aménagement de l'espace, versement d'une subvention à la commune de Barbera dans le cadre de l'étude relative au secteur route d'Apremont. Aménagement du territoire, versement d'une subvention à la commune du Châtelard dans le cadre de l'étude relative à l'élaboration d'un schéma de référence urbain et paysager sur le secteur du centre-bourg. Rapport numéro 3 sur les déchets, c'est des contrats de reprise de matières issues des collectes sélectives des emballages ménagers papier. Nous avons ensuite une convention de partenariat, je l'ai cité tout à l'heure, avec Solucir et le versement d'une subvention d'aide au fonctionnement pour renforcer l'économie circulaire sur notre grand territoire. En matière d'eau et assainissement, attribution d'un fonds de concours à la commune de Sainte-Reine pour l'année 22 dans le cadre de la prestation d'assistance
à la gestion et l'exploitation des poteaux d'incendie. En matière d'emploi, d'insertion, d'économie sociale et solidaire, nous avons l'attribution de subventions aux associations dans le secteur de l'emploi et de l'insertion, des subventions dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, des subventions à la mission locale jeune du bassin chambérien au titre de la compétence emploi. Le rapport numéro 9, environnement et transition écologique, c'est un dispositif d'accompagnement à l'achat de vélos à assistance électrique pour 24, avec une approbation des modalités d'attribution des chèques VAE de la convention de partenariat entre les vélocistes et Grand Chambéry. Nous avons ensuite, en matière culturelle et sportive, des subventions à 3 clubs qui ont organisé un certain nombre de manifestations, le tennis club de la Ravoire, Chambéry Savoie Football, Chambéry Cyclisme Organisation. Sur le rapport numéro 13, c'est une modification du droit de préemption urbain simple et renforcé à la demande de la commune de Chambéry sur son territoire, sur quelques périmètres de son territoire. En matière d'habitat, nous avons 4 rapports. Un qui fait un rapport sur la 3e année d'exécution de la convention qui est relative à l'appel à manifestation d'intérêt territoire de mise en œuvre accélérée du plan logement d'abord. C'est la prolongation en fait, de cet AMI. Nous avons des attributions de subventions. Nous avons un rapport sur Montpass Rénov', attribution d'une subvention à l'ASDER pour l'accueil et l'information du premier niveau relatif à la rénovation énergétique. C'est pour suppléer le retrait de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons ensuite la définition des modalités d'accession abordable dans le cadre du PLUIHD, pour tenir compte de l'évolution notamment de classement de communes. Ensuite, en matière d'infrastructure et de voirie, nous avons la demande de participation financière de la commune de l'Écheren pour les aménagements de sécurité des travaux de sécurisation le long de la RD 911, au titre des voiries d'intérêt classées d'intérêt communautaire. Demande de participation dans le même cadre pour la commune de Bellecombe-en-Bauge, sur la RD 61. En matière de mobilité, nous avons l'approbation d'un avenant de prolongation de convention cadre relative au remboursement aux communes des consommations électriques des équipements relevant de la compétence mobilité et reliés au réseau d'éclairage public. C'est des abribus en fait. Approbation d'un marché pour la SPL locale Agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc dans le cadre des conventions qui nous lient. Je ne sais pas si Alain d'ailleurs est là. Non. Si, pardon. Parce que du coup, je ne sais pas si tu peux prendre part au vote. Non, mais tu m'as bien dit. Merci. J'avais un doute. D'accord. Très bien. Ça sera noté. Et puis ensuite, rapport numéro 23, vous avez un rapport réactualisé qui a été remis sur table sur l'actualisation des représentants de Grand Chambéry dans des organismes extérieurs qui font face à 2 modifications à Métropole Savoie et au syndicat des mobilités de l'Ouest savoyard. Sur les ressources humaines, ce sont des précisions sur des recrutements en matière d'un architecte de sécurité des systèmes d'information, et en matière de tourisme, approbation de versement de subventions pour l'organisation de plusieurs événements qui se dérouleront sur le plateau de la FECLA, Bike Test, Trail des Bauges, Petit Baroudeur, Chambéry, Montagne. Sur l'ensemble de ces rapports, y a-t-il des demandes d'intervention particulières? Oui, Brigitte. Et oui, Madame Turnard. Oui, Président, sur le rapport, j'ai 2 observations. Sur le rapport numéro 9, concernant le dispositif d'accompagnement à l'achat des vélos électriques, alors, ce n'est pas une critique, hein, bien au contraire. Donc, puisque nous, cette année aussi, la commune de Jacob va participer en apportant une aide sur l'achat de ces vélos. Et je suis bien sûr ravie qu'on remette aussi en place le guichet unique, parce que ça nous aide énormément. Mais en même temps, la question que je me pose, c'est est-ce que lorsqu'on leur donne le chèque ou on leur remet un chèque, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de leur donner à certains... Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la problématique pour certains cyclistes, c'est quand même le non-respect de certaines
règle. Hein. Donc, j'en veux pour preuve lorsque on se retrouve, nous, piétons, dans des zones piétonnes. Et c'est pas toujours évident. Et même quand on leur dit de descendre de vélo, c'est très mal pris. Donc, voilà. Alors, je sais que les automobilistes ont leur part, mais il serait quand même bien de temps en temps qu'on leur redise aussi. Alors, s'il y avait un petit guide de bonne conduite à remettre, je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis la deuxième observation que je veux faire, c'est sur la délib, le rapport numéro 23. Alors peut-être que moi, je n'ai pas téléchargé correctement, mais normalement, c'était des démissions suite à des démissions qu'on devait revoir pour les représentants de Grand Chambéry dans les organismes extérieurs. Moi, j'avais Métropole Savoie, donc je suppose que c'était suite à la démission de Christophe Richel. Hein. Et puis, on avait Savoie Déchets. Et sur table, vous nous remettez un rapport où, là, je retrouve Métropole Savoie, effectivement, et je ne retrouve pas Savoie Déchets, sauf si Et par contre, je vois Syndicat des mobilités de l'Ouest savoyard avec de nouveaux représentants. Donc, je suppose qu'il y a eu là aussi des démissions. Enfin, voilà, c'était la question que je posais. Merci. Très bien. Alexandra ? Merci, Monsieur le Président. Ça rejoint un peu l'intervention de ma collègue Brigitte. On constate deux changements. Luc Berthoud qui est remplacé par Jocelyne Gougou et Alexandre Gennaro qui est remplacé par Jean-Benoît Serino. Moi, je voulais juste savoir si les deux personnes qui ont été rayées des listes ont été informées, si ces choses-là ont été vues avec ces deux messieurs et comprendre quel était l'objet, la motivation de cette modification. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Oui, monsieur Perroton. Oui, bonsoir. Ce n'est pas sur la 23, c'est sur la 22, Monsieur le Président, sur l'avenant numéro 4. Simplement préciser que la minorité chambérienne votera comme elle a voté à Chambéry lors du conseil municipal, c'est-à-dire qu'elle va s'abstenir sur cette proposition. Merci. Et je demande à nos collègues qui ont les pouvoirs de chambériens de bien vouloir voter dans ce sens. Donc l'abstention sur la 22. Merci. Bon, alors, quelques explications. L'aspect, vous nous avez, entre guillemets, vendu cette délibération comme un progrès écologique. Bah oui, monsieur le maire, c'est Arthur qui me demande de vous expliquer. Donc, je ne suis pas sûr qu'il ait demandé l'explication, mais on a compris que vous absteniez et que vous demandez l'abstention sur le rapport 22. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, tout à fait. C'est logique. En tout cas, on l'a entendu. Et on le notera en tant que tel. Merci. Voilà. Je crois qu'on m'a coupé la parole, Arthur. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur ces rapports ? Alors, sur le premier point, je ne suis pas sûr que l'agglo ait, jusqu'à maintenant, mais peut-être je peux me tromper, établi un petit guide sur comment on utilise le vélo, sur les règles de bonne conduite, de prise en considération de celles et ceux qui choisissent un autre mode de déplacement en termes de mode doux, en l'occurrence la marche à pied ou voire même la voiture, parce qu'il peut y avoir aussi conflit avec des automobilistes. Je soumettrai cette question à Luc Berthoud en charge de ce sujet qui n'est pas là. Je l'excuse, il a une réunion sur sa commune, mais il va nous rejoindre dans quelques minutes. C'est un sujet d'ailleurs réel. Comme vous, moi je fais des réunions de quartier, c'est souvent sur la partie centrale de la ville une question qui revient beaucoup sur la juxtaposition de différents modes de transport avec des pratiquants qui ne sont pas toujours respectueux
d'autres modes de transport qu'ils choisissent. Ça ne s'attribue pas d'ailleurs qu'au vélo, mais il y a aussi d'autres deux roues, de trottinettes par exemple, sur lesquelles nous avons beaucoup de récriminations, même si nous avons fait le choix à Chambéry de ne pas mettre en service libre les trottinettes au regard de difficultés qui se sont passées sur d'autres collectivités territoriales. Alors ensuite, vous êtes deux, Brigitte et Alexandra Turnard, à vous être questionnés sur des modifications à apporter sur le syndicat mixte SRU que nous avons créé entre les 3 agglomérations, Cœur de Savoie, Grand Lac et Grand Chambéry, en vous indiquant que les modifications sur le SDES reviendront au mois de Savoie-des-Chais, reviendront à l'ordre du jour en juillet prochain, notamment pour tenir compte du fait que plusieurs représentants qui avaient été nommés en début de mandature ont été accaparés par d'autres responsabilités dans leur commune ou dans d'autres syndicats et n'ont pas la disponibilité pour aller aux réunions de ce syndicat. Et nous sommes souvent, Grand Chambéry, très absents du fonctionnement du syndicat départemental que préside notre collègue Marie Bénévise. Sur le rapport donc du CIMOS, puisque c'est son nom, alors les personnes dont il est proposé qu'elles puissent être remplacées ont-elles été rencontrées? Oui, Madame Turnard, à titre individuel, Alexandra, à titre individuel, je les ai vus et je leur ai expliqué pourquoi. Ai-je l'accord de ces personnes? J'ai un accord d'une des 2 personnes, je n'ai pas l'accord de la 2e personne. Voilà, pour vous répondre très, très clairement. Pourquoi y a-t-il une modification? Nous avons délibéré, il y a quelques mois, et ça, éventuellement on pourra donner des détails de réunions qui se passent ailleurs qu'à Grand Chambéry sur cette question si vous le souhaitez, pour rentrer dans les détails. Nous avons délibéré il y a quelques semaines pour créer le syndicat mixte SRU Transport entre nos 3 EPCI. Je dis bien entre nos 3 EPCI, car les compétences du CIMOS sont des compétences qui concernent des autorités organisatrices des transports. Et il est d'ailleurs stipulé très clairement le covoiturage, le transport en bus le développement des modes doux. Nous avons accepté que le conseil départemental rentre dans cette EPCI, même si sa participation est limitée dans les statuts, puisque nous allons assumer les 3 EPCI, la majeure partie des dépenses, puisque le département a accepté de rentrer, mais en limitant dans les statuts sa participation à 100 000 €. Lorsque nous avons délibéré sur les statuts, j'ai proposé que nous ayons les représentants qui vous ont été envoyés dans la liste à l'époque, sur une base que je voulais fonctionnelle. C'est-à-dire que j'ai proposé que puissent représenter dans ce syndicat des vice-présidents ou des conseillers délégués dont les compétences sont en lien avec la compétence transport qui allait se développer et sur le contrôle des finances. C'est pour ça que j'ai proposé que soient présents des vice-présidents en charge des finances, des transports, du tourisme qui a un lien sur le développement de l'offre touristique, mais également des représentants, je l'ai dit je crois, sur l'économie, puisque c'est quand même les entreprises qui payent le versement mobilité et qui sera fortement sollicité. Et Damien Regueras, qui est conseiller délégué au transport pour le secteur des Bauges. Nous avions 9 représentants à noter. À l'époque, j'ai reçu un
élu, en l'occurrence Alexandre Génaro, qui est venu me voir avant la délibération en me disant « je souhaiterais en être ». Bon, je n'ai pas hésité, puisque je lui ai dit, évidemment, si tu souhaites être membre de ce syndicat mixte, il n'y a pas de difficulté, on est prêt à travailler avec toutes celles et ceux qui veulent s'engager sur le fond des choses, ce qui fait que j'aurais pu nommer un autre vice-président que je n'ai pas fait pour faire de la place au maire de la Ravoire. D'autres structures qui ont délibéré pour adhérer, je refais l'histoire parce que c'est un point important. On a adhéré et le soir même, nous avons nommé celles et ceux qui représenteraient Grand Chambéry. D'autres structures ont délibéré pour adhérer au syndicat mixte, mais n'ont pas nommé tout de suite leurs représentants. Sans doute leur fallait-il du temps pour réfléchir. Et pour ma part, je n'y voyais pas malice à l'époque. Comme quoi, on peut encore se tromper la soixantaine passée. Et le département a adhéré et a choisi ses représentants plusieurs semaines après, sur une base que je regrette, mais qui est une base partisane. Et je le dis parce que je le sais et que j'ai suffisamment de témoignages en retour, Brigitte, puisque tu m'as posé la question, et ainsi que Alexandra. Bon. Et après, j'ai découvert, alors même que nous n'avons pas encore réuni les 3 EPCI et le département, qu'une candidature pour la présidence de ce syndicat avait été organisée avec un candidat que j'ai reçu me disant « je suis le candidat officiel du département de la Savoie ». Il nous a adressé un courrier aujourd'hui en indiquant qu'il serait élu et que dans son souhait d'une gouvernance partagée, l'agglomération de Chambéry aurait une première vice-présidence, que Cœur de Savoie aurait une vice-présidence aussi, et que le département aurait une 3e vice-présidence. Je considère que ce n'est pas ainsi que nous bâtirons les conditions d'un travail serein pour mener à bien ce que nous souhaitons mener. Et moi, je ne veux pas faire rêver les gens. Ce syndicat, il va avoir des objectifs très pragmatiques. Très pragmatique, ça veut dire organiser une offre de transport en bus entre les 3 agglomérations qui ont envie de travailler ensemble. L'agglomération de Chambéry, ça fait une 15aine d'années qu'elle essaye, pour des raisons qui appartiennent à nos voisins du Grand Lac. C'était quelque chose qui n'était pas mûr, qu'ils ont toujours repoussé. Ils s'y sont ralliés il y a quelques mois. Je m'en réjouis. Je me réjouis aussi que Cœur de Savoie ait adopté une délibération pour nous rejoindre en ayant le courage, il y a quelques mois, d'instaurer le versement mobilité qui n'existait pas sur le territoire de Cœur de Savoie, dans la perspective de nous rejoindre et d'organiser des transports entre nos 2 agglomérations de Cœur de Savoie et de Grand Chambéry, et au même titre que nous organiserons, j'ai cette ambition, des transports entre Grand Chambéry et Grand Lac. Et si tout se passe bien, ça c'est possible, je pense que nous pourrons organiser aussi un développement des transports sur la base de ce syndicat à destination des Bauges. Mais ce sont à partir de nos compétences d'autorité organisatrice des transports urbains, les 3 EPCI. J'ai accepté aussi, je vais vous le dire, que nous soyons minoritaires en représentativité dans ce grand syndicat. Je considérais que c'était une bonne façon de n'inquiéter personne sur le fait que représentant 54% du poids de population, nous soyons minoritaires dans la représentativité géographique, puisqu'avec 54%, nous aurions dû avoir 11 électeurs sur les 20 que compose ce syndicat, et j'ai accepté que nous n'en ayons que 9, c'est-à-dire que nous ne soyons pas majoritaires, pour donner plus de représentativité aux autres EPCI.
un signe d'ouverture en leur disant on va travailler ensemble. La solidarité le permettra. Le fait qu'il n'y ait pas une agglomération prédominante qui pourrait l'être, au regard de ce qu'elle représente, c'est dire que nous pouvons faire des choses ensemble sur la base d'un projet et non pas, et je le regrette, d'une vision un peu passéiste d'une candidature ou de plusieurs candidatures où on recommence ce qu'on a vu parfois par le passé entre un candidat qui représente la droite et un candidat qui représente la gauche. Je pense qu'on a passé cette époque et qu'en matière de développement intercommunal et de service à notre territoire, ça suffit. Voilà. Et j'ai reçu donc le candidat en question il y a quelques jours. Et à l'issue de cette candidature, un candidat qui se présente comme officiellement le candidat du département de la Savoie, c'est ce qu'il m'a dit, je lui ai fait répéter. Il me dit oui, je suis candidat. Nous avons fait nos comptes et nous sommes majoritaires au regard de ce que je représente. Voilà. C'est pas une bonne méthode. Je l'ai dit, parce qu'en faisant les comptes, ce candidat m'indique qu'à Grand Chambéry, il y a des voix qui ne voteraient pas pour un autre candidat, qui pourrait être moi, mais je vous rassure tout de suite, je n'ai pas l'ambition forcément d'être candidat de ce syndicat, même si, tant à Grand Lac qu'à Cœur de Savoie, certains considèrent que ce serait assez normal que l'agglomération centre, sur lesquelles tout va se faire, tout va s'impulser, avec le siège de ce syndicat statutairement au Blachère, et reposant sur les services de l'agglomération de Chambéry, parce que qui va bosser? C'est notre agglo. C'était pas illégitime que nous ayons à assumer la première vice-présidence de mise en service du CIMOS. Voilà, j'ai donc eu une conversation avec plusieurs personnes qui représentent l'agglo, qui auraient pu être, on va dire, sous pression à la fois d'une demande d'un président de conseil départemental et du président éventuellement de l'agglo. Alexandre Génaro m'a clairement dit hier qu'en le nommant comme représentant de Grand Chambéry au CIMOS, il ne m'avait pas dit qu'il voterait forcément pour moi si j'étais candidat et qu'il était libre de son vote. Voilà. Moi, je fais cette proposition ce soir pour une simple raison. C'est que s'il y a plusieurs candidats sous 3 semaines, puisqu'on va se réunir sous 3 semaines, pour la création du CIMOS, alors nous partons collectivement dans une démarche qui ne garantira pas le bon fonctionnement, et c'est sûr que ça laissera des traces. Je n'en veux pas. Pour qu'il n'y ait pas plusieurs candidats, il faut assurer qu'il y ait une majorité. Voilà. Donc cette majorité, elle passe forcément par la certitude d'avoir, s'il y a un candidat de Grand Chambéry, les 9 voix de Grand Chambéry contre une candidature qui serait une candidature politique. Les choses sont assez simples. Alors, quand je le dis aussi, est-ce que vous avez l'accord? J'ai eu une discussion très facile parce que je travaille en confiance avec mes vice-présidents, très facile, avec les 2 vice-présidents qui, théoriquement, ne sont pas de la même famille de pensée politique que moi. Donc, le maire de Saint-Joire m'a indiqué qu'il était sur une position où il était logique que ce soit Grand Chambéry. Quant à Luc, je ne veux pas le mettre dans une situation où il a été il y a quelques mois, car personne n'a oublié ici, personne, ce qui s'est passé dans une autre instance dès lors que Luc a été élu vice-président. Et je ne veux pas qu'il se retrouve dans la même situation. On va faire un choix politique dans quelques jours. Donc on a eu cette conversation très librement. Vous souhaitez qu'on parle en toute transparence, je le fais.
il faut éviter que nous ayons plusieurs candidats ou candidates à l'occasion de ce vote qui aura lieu dans quelques jours après une discussion avec les 3 présidents des EPCI, Cœur de Savoie, Renaud Beretti pour Grand Lac et moi-même pour Grand Chambéry. Ça se passera comme ça. On le discutera ensemble. On verra quelle est la meilleure candidate ou le meilleur candidat pour unir ce territoire. Mais ce ne sera pas quelqu'un qui viendra de l'extérieur avec un mandat pour prendre la présidence. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je regrette quelque part de ne pas avoir dans les statuts indiqué que Grand Chambéry, qui avait 54% du poids de population, n'est pas la majorité parce qu'on ne serait pas là ce soir pour en discuter. Alexandra, je vous en prie. Je vous en prie, Alexandra. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette réponse exhaustive, détaillée. Non, je n'ai pas fini, j'y reviendrai, je suis sûr, avec les questions que vous allez me poser, mais allez-y. Les questions que je vais poser ? Bon, bah, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup moins d'expérience que vous en politique, même si j'en ai un petit peu. Par contre, on peut raconter des petites histoires. La petite histoire qui est la vôtre d'un rendez-vous que vous avez fait dans un bureau où finalement aucun témoin n'est là pour nous dire ce qui s'est réellement dit entre vous et ce candidat tel que vous le désignez. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que potentiellement, vous n'avez pas décidé d'être candidat, mais par contre, vous ne voulez pas de ce candidat-là. C'est très clairement la position qui est la vôtre. Moi, j'entends qu'en fait, du coup, ce n'est pas une démarche pour choisir le candidat ou la candidate qui pourrait être le plus compétent ou le plus représentatif, mais en fait, c'est une démarche contre ce candidat qui a l'air de ne pas requérir les compétences nécessaires selon vous. Et puis, je pense que vous avez parlé de compétences, de candidature du département. Si on parle du même candidat, il n'a pas que l'étiquette du département, il a aussi celle de Grand Lac. Ça fait quand même 2 instances, 2 collectivités qui siègent au sein du CIMOS. Et vous avez parlé d'une candidature politique. Moi, j'aurais parlé d'une candidature de compétences. Si on parle du même candidat, au vu du travail qui a été mené par cette personne ces dernières années dans le milieu du transport, je pense qu'il aurait toute légitimité à siéger, mais j'attends de voir si vous trouverez un candidat qui a autant de compétences, autant d'agilité dans le domaine et qui puisse requérir l'ensemble des voix. Mais maintenant que vous avez fait vos calculs, vous aussi, avec le changement des représentants, on connaît déjà l'issue de l'élection. Alexandre. Monsieur le Président, chers collègues, alors, obligé de prendre la parole, je suis directement concerné, vous l'aurez compris, comme le Président l'a dit, sur les 2 élus communautaires qui, du coup, se voient obligés de céder leur place. L'un a consenti, M. Berthoud, et donc je suis l'autre qui n'a pas consenti et accepté on ne va pas dire la proposition du président, l'injonction du président. Je vais revenir sur le fond et la forme. Sur la forme, je suis assez atterré de voir que on peut modifier une délibération comme ça, de cette manière-là, sur table, alors que la délibération initiale ne mentionnait pas du tout ce syndicat. Je suis assez stupéfait de voir qu'elle nous a été posée sur table sans que vous précisiez aussi que vous l'avez modifiée par rapport à ce qui nous a été envoyé. Ça, c'est de la forme, c'est du juridique. Il y a des gens qui sont là pour savoir si c'est bon ou pas bon. Vous êtes tous élus dans vos communes. Je vous laisse conclure si cela se fait ou ne se fait pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut paraître compliqué. Mais je vais revenir surtout
sur le fond. Vous venez de dire à l'instant que vous regrettez qu'une certaine instance ait soi-disant fait de la politique. J'ai plutôt l'impression que la politique, elle se fait ici, au sein de cette assemblée, là où il y a un mois, vous votiez tous à l'unanimité une liste de représentants, et aujourd'hui, il est proposé d'en voter une autre, pour l'unique raison que le candidat ou la candidate que vous soutiendrez, Monsieur le Président, n'est pas sûr de faire le plein des voix. Je pense que cela s'appelle faire en sorte que on ne puisse pas faire voter les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est plutôt risqué. Dans une démocratie, normalement, et c'est le but, je pense que chaque élu du conseil communautaire a le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec vous. Et le fait de nous censurer, de ne pas nous permettre de nous exprimer, y compris dans les organismes extérieurs, va à l'encontre de ce que vous avez dit lors de votre élection. Je reprends, je cite ce que vous avez dit et ce qui a été repris par le Dauphiné. Donc vous avez appelé à être inventif et astucieux. Je vois que vous tenez votre engagement parce que je pense que ce coup politique, personne ne l'aurait imaginé. Bravo. Et par contre, vous avez appelé à retrouver dialogue, travail apaisé et collectif. Je crois que ce que vous faites ce soir est tout l'inverse. Vous êtes là pour servir vos idées, certes, vos intérêts. Est-ce que c'est les intérêts de l'agglomération d'aller... parce que j'ai eu l'honnêteté de vous dire que je n'étais pas sûr de pouvoir voter pour votre candidat ou vous-même si vous étiez candidat. En mesure de rétorsion, vous me sortez de la liste. Quelle sera la prochaine étape ? Moi, je suis plutôt très inquiet sur notre instance, très inquiet sur de tels agissements. Et après, ce qui se passe dans d'autres instances, alors juste pour préciser quand même, comme l'a dit Alexandra, ce CIMOS, il a fait l'objet d'une commission départementale qui a approuvé ses statuts, qui a approuvé sa création avec 4 collectivités, Grand Lac, Cœur de Savoie, Grand Chambéry, le département de la Savoie. Tout cela a été acté, validé et a été traduit par un arrêté du préfet. Donc aujourd'hui, remettre en cause la présence du département de la Savoie, qui est notre partenaire à l'agglomération et notre partenaire dans l'ensemble de nos communes, je trouve ça plutôt malvenu. Après, advienne que pourra, mais j'en appelle à l'éthique de chacun d'entre vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Parce que je vais répondre évidemment, mais... Non. Alors, je veux bien tout entendre sur des choses d'ordre institutionnel. Il n'y a pas de remise en cause de la participation de quelque instance qu'elle soit, que ce soit les 2 EPCI ou le département de la Savoie. Le département est le bienvenu à la hauteur de ce qu'il représente, c'est-à-dire 15% du CIMOS, avec, je le répète, une participation financière plafonnée. Donc il n'ira pas à la hauteur de ce que nous mettrons collectivement, et surtout pas de Grand Chambéry, qui lui mettra 45% des fonds qui seront nécessaires au-delà de l'accompagnement technique et humain qui va reposer sur l'agglomération. Je voudrais aussi vous dire que dans l'ordre du jour qui était adressé pour ce conseil municipal, il était fait référence au CIMOS, même si la délibération n'était pas effectivement jointe, mais vous pourrez vérifier, c'était dans l'ordre du jour que le CIMOS était bien listé. J'aurais évidemment préféré l'envoyer dans des temps plus confortables pour vous et moi, sauf que tout cela date d'il y a moins d'1 semaine. Et
vous confirmez d'ailleurs, Madame Turnard, par votre témoignage, qu'il y a bien effectivement une candidature qui a été engagée, développée, une candidature qui a été donc engagée, développée, alors même que nous n'en étions pas là. Et cela peut-être va vous surprendre, mais dans les 3 EPCI, les voix que j'ai entendues de la part d'élus représentants souhaitent effectivement qu'il puisse y avoir un accord pour qu'il n'y ait pas plusieurs candidats. Que le candidat dont vous dites qu'il a à la fois toutes les compétences et la représentativité ne requiert pas forcément l'unanimité, y compris dans son propre EPCI. Soyons clairs, j'aurais dû faire comme le département, délibérer le dernier et tenir compte de ce qu'avait choisi le département comme représentant. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de représentant au département de ce que l'on appelle la minorité. Voilà. Ça, dans tout, c'est une vieille tradition au département, dans toutes les structures extérieures, et je pense qu'il faut louer le département, on met des représentants de la majorité et de la minorité. Et il a été expliqué que pour ce syndicat, on dérogerait à la tradition exceptionnellement. Je crois que c'est le terme qui a été employé par celles et ceux qui ont la responsabilité de conduire le département. Qu'on faisait une dérogation pour ce syndicat. Voilà. Alors, je ne demande pas de la part des représentants de Grand Chambéry d'être inféodés au président. Je pense que quand il va y avoir un certain nombre de débats au sein de ce syndicat pour savoir quels sont les investissements que nous allons faire, les lignes que nous allons créer, il faudra le faire en confiance et être sûr que celle ou celui qui porte la présidence de ce syndicat le fasse en toute objectivité, sans arrière-pensée. Et je regrette, la vie politique, elle fonctionne aussi par des rapports de confiance. Et j'ai un peu le sentiment que cette confiance, je ne l'ai pas eu en retour. Voilà. Et ça compte beaucoup. Ça compte énormément. Et je le dis, c'est dommage qu'il ne soit pas là, Luc, c'est qu'on a eu cette conversation très sereinement, et je lui ai même dit qu'une fois que l'élection sera faite, dans quelques mois, tout ça sera apaisé, je lui proposerai de revenir. Vous pouvez rire, mais c'est une question de confiance, et je ne veux pas le mettre dans une situation de difficulté, comme il l'a connu, pour qu'on lui reproche éventuellement un vote, comme vous l'avez fait, au sein du conseil départemental, vous vous en souvenez sans doute, ou voulez-vous que je le rappelle? Merci, je pense que tout le monde a les éléments de vote, donc il y a une délibération, vous pouvez la voter contre, vous votez pour, vous abstenir, c'est tout à fait naturel. Mon seul objectif, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord sur les 3 EPCI avec une candidature qui soit une candidature de compétences, d'objectivité et d'ambition au sein de nos 3 EPCI. Monsieur Génaro. Monsieur le Président, je ne peux pas vous laisser dire que dans la délibération, on faisait état du CIMOS. Je l'ai sous les yeux. Heureusement, j'avais fait une capture d'écran au cas où. Et effectivement, sur Idées Libres aujourd'hui, ce soir, la délibération fait état du CIMOS. Et la modification qui est ici n'est pas dans l'envoi initial que vous avez fait il y a 5 jours francs. Donc je ne peux pas vous laisser dire sciemment devant tout le monde que le CIMOS était sur cette délibération. La délibération d'origine, je vais du coup être obligé de la relire pour que vous puissiez voir que quand même il y a une modification. Après on l'assume pas, mais elle parlait de Métropole Savoie, de Savoie Déchets. Il était écrit en jaune pour Savoie Déchets plein de petites croix, avec en jaune
Des compléments seront... Des compléments sont attendus pour la délibération. Voilà, très bien. Et la délibération, l'article 1, c'est d'approuver l'actualisation des représentants de Grand Chambéry conformément au tableau ci-dessus. La délibération, c'est ça. C'est de voter pour le tableau ci-dessus. Dans le tableau que vous aviez envoyé, à aucun moment, il y avait le CIMOS. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous avez quand même consenti une deuxième fois retirer Luc Berthoud et retirer ma présence à ce syndicat pour vous assurer d'un vote favorable. J'espère que tout le monde l'a bien entendu. Alors, on peut jouer effectivement sur les mots, sur les procédures. Ça permet d'effacer la réalité de ce dossier, Alexandre. Je regrette effectivement que tu en sois à ce niveau-là. Et je regrette aussi les discussions dont tu sais très bien qu'elles se sont tenues au département pour préparer une candidature contre Grand Chambéry. Je le sais aussi bien que toi, comme le savent un certain nombre de conseillers départementaux dans cette salle. Quant à Luc Berthoud, n'essaye pas de nous mettre des coins entre nous, tu n'y arriveras pas. Parce qu'on travaille tous les jours ensemble. Et il y a un truc fondamental, c'est qu'on travaille en confiance avec Luc. Et Luc, je ne veux pas qu'il soit pris entre deux feux. Il ne le sera pas. Et quand tout sera à passer, je le dis parce que je lui ai indiqué, il sera dans ce syndicat. Parce que je ne peux pas me passer de ses compétences en matière économique et parce qu'il représente celui qui dialogue avec les entreprises qui payent le VM. Donc évidemment, sa place sera là, les choses sont claires avec lui. On va passer 1 mois à mettre en place le versement, enfin, ce syndicat avec les 3 EPCI. Voilà, puisque vous voulez aller jusqu'au bout des choses, et vous avez raison. Et j'aurais aimé, effectivement, savoir ça avant, 15 jours avant ou 3 semaines avant, et j'aurais pu envoyer une délibération dans les temps, mais je ne veux pas que ce CIMOS soit un enjeu politique. Les gens attendent de nous qu'on développe les transports en commun. Ça fait 15 ans qu'on essaye, ça ne peut pas être un enjeu entre une famille politique et l'autre. Et pour cela, il faut une candidature unique, pas quelqu'un qui se déclare le candidat le plus compétent. Voilà. Je sais que les talents n'attendent pas les années, mais je pense qu'il y a, y compris des élus dans ces 3 EPCI, qui ont la maturité, l'antécédent, l'expérience, aussi bien que celui qui s'est candidaté tout seul, accompagné par le département. Mesdames et messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Celles et ceux qui nous écoutent aussi à la télévision ont dû comprendre. Donc les choses sont simples. Soit on en fait un enjeu politique et effectivement, alors on ne change rien. Soit on se donne ce soir, ensemble, le socle pour faire qu'en étant majoritaire, on choisira un candidat ou une candidate, je l'espère à l'unanimité. C'est l'objectif que je me fixe. Sinon, avec plusieurs candidats, nous retrouverons des dysfonctionnements comme nous avons pu les connaître par ailleurs dans d'autres instances que je ne veux pas citer, mais chacun voit à quoi je fais référence. Alors, je vais mettre aux voix évidemment cette délibération d'une façon seule. J'imagine que vous demandez un vote sur la délibération. Madame Turnard, Alexandra, oui? C'est vous qui la demandez. Alexandra Turnard. Je n'ai pas le plaisir de la connaître. Mais... Alors, il y a une demande d'un vote. Donc, y a-t-il des oppositions à adopter ce rapport? Le rapport qui fait référence au changement, effectivement, dans l'actualisation des représentants. Y a-t-il des oppositions à ce que nous avancions comme je le propose?
Y a-t-il des abstentions? Qui est pour? C'est fait, vous avez fait? C'est bon? Non, 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 c'est bon? Ou est-ce que je peux continuer? Qui est pour? Allez, puis... Je vous laisse regarder si les comptes sont bons. Je vais donc mettre aux voix les autres rapports simplifiés. Ah, le 22. D'accord. Donc, qui s'abstient sur le 22? 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. C'est pour le pouvoir de M. Chassot? Il faut le préciser du coup pour le vote. OK. Il y a 5 votes abstention. Voilà, les chambériens. Et ils font les comptes. Sur l'ensemble des autres rapports simplifiés, y a-t-il des demandes autres d'explication? Ou non? Oui, pardon, Arthur Benaveux. Non. Sur les subventions qui concernent vos communes, vous pouvez voter. On a vérifié. Est-ce qu'il y a d'autres donc demandes? D'accord. Y a-t-il donc des abstentions sur les rapports, des oppositions? Non? OK. Donc l'ensemble de ces rapports sont adoptés à l'unanimité. Je vous en remercie pour toutes celles et tous ceux qui les préparent et qui travaillent. Pour le CIMOS, donc, le résultat des votes, c'est 26 voix contre, 6 abstentions, 43 voix pour. Voilà, le rapport est donc adopté. Je vous remercie. On doit passer désormais au rapport en détaillé. Alors, je vais au bout. Et je voulais simplement vous indiquer que pour l'élection d'un membre du bureau, ce rapport sera déplacé au mois de juillet prochain, puisque l'idée c'était de remplacer dans le bureau l'ancien maire de Saint-Baldoff. Le nouveau maire de Saint-Baldoff m'a indiqué qu'il fallait un peu de temps pour pouvoir présenter une candidature. Et donc, il souhaite que nous puissions voir ça collectivement au mois de juillet. Nous avons, cela me revient maintenant, une présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes qui a réalisé un contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d'agglomération portant sur les exercices 2017 et suivants. Contrôle qui a été mené en parallèle d'ailleurs de celui qui a porté sur la commune de Chambéry dans le cadre de la programmation habituelle de la Chambre. Alors, plus inhabituel d'ailleurs, ces contrôles ont été complétés de 2 contrôles spécifiques, à la fois côté ville et côté agglo, portant sur la communication. Ces contrôles supplémentaires l'ont été dans le cadre d'une enquête régionale portant sur plusieurs collectivités de toutes strates. Ce n'était pas spécifique à nos 2 collectivités localement, si je puis dire. Cet élément de contexte pour dire aussi, et je voudrais les remercier, l'extrême mobilisation que cela a demandé à nos services, car un contrôle de la Chambre régionale des comptes, c'est quelque chose qui mobilise pendant des jours les services pour répondre à une multitude de questions très précises, et je les remercie du coup pour le travail de qualité qui a été fait. De la même manière, nous avons examiné, vous vous en souvenez, en conseil communautaire, lors de notre précédente séance,
le rapport portant sur la communication. Nous devons prendre acte ce soir, après mise au débat, du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes relative au contrôle des comptes et de la gestion de Grand Chambéry. Je ne vais pas paraphraser la synthèse de la Chambre, qui souligne que la fusion des 2 EPCI en 2017, les Bauges et Grand Chambéry, a été correctement mise en œuvre sur le plan technique. Elle relève une situation financière saine, malgré un niveau d'endettement important, qui reflète notamment une politique volontariste en matière d'investissement. Notre dernier budget tient compte de cette situation avec une attention particulière portée au niveau d'emprunt et d'endettement. La CRC montre également une gestion et une commande publique satisfaisante avec des ajustements techniques à effectuer. Seule remarque, si je puis dire, l'analyse des magistrats a porté notamment sur le niveau d'intégration de l'agglo et relevé l'arrêt du processus de mutualisation qui doit être relancé. De même, je cite précisément, c'est la page 5 du rapport, la Chambre invite la communauté d'agglomération à réexaminer l'intérêt de nouveaux transferts. Je continue de citer, elle doit aller plus avant dans la mutualisation et réexaminer les compétences à transférer. Ces remarques me paraissent cohérentes avec l'intention que nous avons délibérée ensemble en DOB et qu'il nous faut désormais décliner. Je propose que nous l'évoquions en conférence de maires très rapidement, sachant d'ailleurs que c'était un élément du projet d'agglomération dans les objectifs que nous nous étions fixés lorsque nous avons adopté à l'unanimité le projet d'agglomération. Je remercie mes 2 prédécesseurs qui, dans leur réponse à la CRC, ont rappelé par ailleurs le travail mené en 2019 à travers une étude sur la prise de compétences culture qui, bien entendu, est aujourd'hui datée, mais qui nous éclaire sur les enjeux des transferts possibles. Nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement et collectivement en lien avec les communes. Enfin, les magistrats formulent 5 recommandations formelles que nous allons nous attacher à mettre en œuvre. Elles sont essentiellement techniques et j'ai demandé à la Direction générale des services de trouver les voies et moyens pour les respecter. Je vous indique que la première, portant sur la mise en place de la commission de contrôle financier, est d'ores et déjà engagée avec la création de cette commission dont est chargé le vice-président Jean-Marc Léoutre. La CRC souligne que cette commission est un outil supplémentaire pour mieux contrôler les différents satellites de l'agglomération. Chers collègues, j'ai résumé à l'excès ce rapport de la CRC en allant à l'essentiel. Je dois le faire pour qu'il y ait un donné acte et que celles et ceux qui souhaitent engager un débat puissent le faire, à supposer que ce soit le cas. Si ce n'est pas le cas, il faut voter pour le donné acte. Est-ce que vous êtes pour le donné acte de présentation de ce rapport de la CRC et indiquer par ce donné acte que vous avez eu la capacité, si vous le souhaitiez, de débattre? Pas d'opposition? Merci. Ni d'opposition, je vous en remercie beaucoup. Je vais désormais laisser la parole au vice-président en charge pour l'adoption de la programmation financière du contrat de ville pour 24. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit en effet d'adopter la programmation financière du contrat de ville pour l'année 2024, tout en précisant que c'est une programmation de transition avant le lancement officiel de la signature du contrat de ville qui devrait intervenir avant cet été. Alors, la délibération vous rappelle quels sont les critères qui sont retenus pour l'analyse des demandes de subventions, en vous rappelant qu'on a reçu à peu près une centaine de demandes de subventions et c'est 43 dossiers qui ont été retenus sur la base des critères suivants. Il faut bien sûr, les dossiers présentent une correspondance entre le projet porté, les priorités du contrat de ville et les besoins des habitants, l'inscription du projet dans une démarche de proximité en direction des habitants des quartiers politiques de la ville, l'intégration du projet dans une démarche de coordination et de partenariat avec les autres acteurs du territoire d'intervention, en complémentarité, c'est important, avec le droit commun, l'intégration le plus largement possible de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, l'état de la structure concernée, le nombre d'emplois concernés, la santé financière de la structure et bien sûr la réalisation de tout en partie des actions pour lesquelles l'association avait reçu une subvention en 2023. La proposition de la programmation
2024, je vous l'ai indiqué aussi, a été élaboré autour des grands axes structurants du contrat de ville dans l'attente de l'approbation définitive du futur contrat de ville. Mais on retrouve notamment les thématiques principales que sont l'amélioration du cadre de vie des habitants en favorisant la transition écologique, inscrire les habitants des quartiers politiques de la ville prioritaires dans ces parcours d'insertion socio-professionnelle, lutter contre le non-recours aux droits, on en reparlera après, maintenir et renforcer le lien social à la citoyenneté et améliorer l'offre de la prévention de la santé, accompagner la parentalité qui est un thème important dans le futur contrat de ville et les jeunes dans leur parcours éducatif, leur autonomie, leur insertion et permettre l'accès à la culture, favoriser la pratique du sport et prévenir bien sûr toute forme de délinquance. Alors, sur l'ensemble des sollicitations qui ont été faites en direction de l'agglomération, mais aussi de l'État et de la ville, c'est presque 2 millions d'euros qui ont été sollicités et pour notre agglomération, c'est à peu près 760 000 euros. Nous avons une enveloppe de 501 922 euros pour 2024. Et donc, nous avons une proposition à 478 320 euros pour 43 projets, sachant qu'il restera, la part résiduelle sera consacrée à une programmation complémentaire qui vous sera présentée au mois de septembre. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la programmation complémentaire, je vous donne déjà des infos, c'est bien sûr pour le déploiement du plan quartier d'été et les projets qui sont soumis dans le cadre de l'appel à projets qui nécessitent d'être travaillés. Ceux qui n'ont pas été retenus, les services vont les accompagner pour trouver les meilleures modalités. Et puis, bien sûr, il y a des projets pour lesquels d'autres financements pourraient intervenir en complément. Je ne vais pas aller plus loin. Vous avez eu le tableau qui est très, très détaillé sur cette programmation. J'en profite pour remercier vraiment tous les services qui ont travaillé sur ces dossiers. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'examens avant effectivement de retenir tel ou tel projet. Donc, il vous est proposé d'approuver donc, le soutien de notre agglomération aux actions proposées au titre de la programmation du contrat de ville 2024 à hauteur de 478 000 euros et 320 pour être précis, qui sont des crédits spécifiques politiques de la ville, conformément au tableau, et puis d'approuver le modèle de convention annuelle d'objectifs, puisque ce qui est important, c'est que, bien évidemment, l'octroi d'une subvention s'accompagne d'objectifs à mettre en œuvre pour les porteurs de projets, avec, bien évidemment, un bilan qui, ensuite, est demandé à l'issue de ce versement, et de, bien sûr, solliciter tous les partenaires financiers, les subventions les plus élevées possibles, pour cette programmation 2024. Voilà, Monsieur le Président. Merci pour la présentation qui est assez complète et qui montre aussi l'ambition que vous avez sur ces sujets pour accompagner les quartiers qui sont labellisés en politique de la ville. Y a-t-il des demandes de compléments à notre collègue? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Non plus. Merci pour ce rapport adopté à l'unanimité. Et je crois que vous avez toujours la parole. Tout à fait. Alors, souvenons-nous, nous avons approuvé le 28 mars dernier le nouveau contrat de ville Engagement Quartier 2030 sur le volet quartier prioritaire de la politique de la ville, les QPV, qui concernent bien sûr les quartiers de la ville de Chambéry, que sont les Hauts-de-Chambéry, Biolay et Bellevue. Et je vous avais indiqué que pour compléter notre contrat de ville, il y avait le volet quartier en veille active qui serait présenté au cours de ce conseil communautaire. C'est le cas aujourd'hui. Il s'agit effectivement de soumettre à votre approbation cette partie du contrat de ville, en vous rappelant un petit peu la manière dont ce travail a été fait, avec la nouvelle géographie des quartiers en veille active qui a été validée par le commune au cours du premier trimestre de l'année 2024, un recueil des besoins très très fin qui a été fait en tout début de l'année 2024, et puis un temps de travail avec l'ensemble des maires et de leurs adjoints concernés pour valider toute la partie organisée dans ces QVA. C'était en avril dernier avec les référents techniques. Ce qui est important de souligner dans ce nouveau contrat de ville, c'est que les quartiers en veille active sont reconnus
officiellement comme étant partie intégrante et partenaire de ce contrat de ville. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez pu voir le document annexe, chaque commune qui présente un quartier en veille active aura une fiche territoire qui sera annexée au contrat de ville et un édito aussi de chacun des maires pour présenter leur commune, les enjeux qui s'y rattachent. Alors, tout cela pour dire aussi que notre agglomération réaffirme sa volonté, à travers les quartiers en veille active, de prévenir d'éventuelles situations de pauvreté et d'éviter que ces quartiers en QVA deviennent aussi les quartiers prioritaires de demain. D'où cet accompagnement et cette reconnaissance aussi qui est faite. Alors, on avait eu l'occasion de l'évoquer, dans cette nouvelle géographie des quartiers en veille active, il y a un zonage qui a été fait en fonction de critères bien précis. C'est une méthode de l'État que nous avons retenue pour les quartiers en veille active, identique aux quartiers prioritaires, mais qui a été adapté pour être au plus près de la réalité de notre territoire. 3 grands critères: le nombre total d'habitants constant, le seuil minimal d'habitants et puis la part des ménages sous le seuil de pauvreté. Il en résulte donc que ce sont aujourd'hui 8 QVA répartis dans 7 communes, avec 9 quartiers en veille active sur 7 communes, avec l'entrée de 3 quartiers de la ville de Chambéry, que sont Mérande-Jopet, Covey et Faubourg-Mémélian. Ensuite, on retrouve les quartiers d'autres communes qui étaient présentes dans l'ancien contrat, la Motte-Servolex dans le quartier des Chantes, la ville de Cognin, Poterie et Forgerie, Jacob-Belcombette pour le quartier du Corbelet, Barbera pour le centre-bourg, Laravoir pour Val-Fleury, retenu, sachant qu'il y a un quartier qui est sorti, notamment le quartier de Féjaz, qui est sorti des quartiers en veille active, et puis la commune de Barbie, je parle sous le contrôle de mon collègue Christophe qui est à côté de moi, l'épinette Clos-Gaillard. Et voilà. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que les priorités qui seront mises en œuvre dans ces quartiers en veille active seront exactement celles des quartiers prioritaires. Je les rappelle parce que c'est important de se dire que c'est une politique qui est mise en œuvre en direction de ces quartiers pour l'accompagnement des jeunes dans leur parcours éducatif d'insertion et d'autonomie, le soutien et l'accompagnement à la parentalité dans l'éducation des enfants. Plus que jamais, c'est une thématique qui nous préoccupe. La nécessité d'aller vers les habitants qui sont les plus éloignés des services publics, la promotion du vivre ensemble et de la citoyenneté, la prévention de la délinquance, la poursuite de l'amélioration du cadre de vie des habitants qui vivent dans les quartiers, et puis bien sûr l'inscription des habitants dans des parcours d'insertion socio-professionnelle. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les modalités de gouvernance et d'évaluation seront déclinées à partir de celles définies aussi pour la partie quartier politique de la ville et structurées aussi autour d'instances collégiales et décisionnelles qui associeront tous les partenaires du contrat. Je voudrais simplement terminer en vous disant que les communes qui sortent du dispositif quartier en veille active seront accompagnés jusqu'à la fin de cette année, notamment pour les correspondants de nuit, pour une toile à la belle étoile et autres accompagnements d'ingénierie, mais qu'effectivement, à partir, je le redis, du 1er janvier 2025, à cette date, il y aura une sortie définitive pour ces communes qui ne répondent plus aux critères. Mais voilà. Mais il y aura également dans les programmations des actions auxquelles toutes les communes pourront malgré tout émarger. Voilà, je pense avoir évoqué tous les tenants, les aboutissants. Et du coup, ce qui vous est proposé, c'est d'approuver le volet quartier veille active du contrat de ville 2024-2030 annexé à la délibération, d'autoriser Monsieur le Président, son représentant, à signer le contrat dans sa version définitive et bien sûr d'autoriser le Président à solliciter l'État pour le classement en poche de pauvreté des périmètres relatifs aux quartiers en veille active tels que sont définis dans la circulaire du 31 août 2023. Merci. Le document annexé était vraiment très complet, très précis sur les différents périmètres. Je
dis merci et bravo à celles et ceux qui l'ont. Vous avez tout à fait raison, il faut remercier tous les collaborateurs, Ouais, j'ai oublié de parce le que dire, franchement, mais c'est bien que un très gros boulot. vous l'indiquiez vous, parce que c'est un énorme travail qui a été fait, et je remercie aussi les communes qui ont été très actives aussi pour co-construire ce nouveau contrat de ville. Merci. C'est ce qui crédibilise aussi la Grand Chambéry à l'égard des partenaires, comme l'État par exemple, dans ce type de dossier. Bravo à celles et ceux qui ont concouru à l'élaboration de ce document et de l'ambition qu'il le porte. Est-ce qu'il y a des questions à notre collègue Non. Bon, alors est-ce qu'il y a des oppositions? Ah, pardon, Arthur avait une question. Sabrina Ehrenck ne prend pas part à cette délibération, il en sera tenu compte. Mais je crois que Franck a toujours la parole. Ça sera pour la dernière fois. Pour une chose. Alors, je parlais de l'accès au droit, mais effectivement, le point qui nous concerne une convention de partenariat pluriannuel d'objectifs, territoire zéro non-recours entre Grand Chambéry et l'association La Sasson. Nous avons eu l'occasion d'évoquer le fait que notre agglomération avait répondu à un appel à projet qui consistait à un projet national territoire zéro non-recours. Nous avons été retenus parmi un certain nombre de territoires et donc une expérimentation se déroulera sur 3 ans à travers une convention pluriannuelle entre l'État et l'agglomération. Et donc pour déployer cette expérimentation, il fallait un opérateur et pour cela nous avons lancé ce qu'on appelle un AMI, un appel à manifestation d'intérêt en décembre 2023. Et donc c'est l'association La Sasson qui a été retenue par notre agglomération pour être l'opérateur de l'expérimentation. Simplement rappeler que cette expérimentation concernera les quartiers prioritaires de la politique de la ville, que sont le Biolay et les Hauts-de-Chambéry, et puis un quartier en veille active proche d'un QPV qui est deux quartiers de la ville de Cognin, que sont la Forgerie, l'Épine et la Poterie. Alors, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que l'équipe opérationnelle est prête. Elle sera composée pour les 7 mois de l'année 2025 et 2026 d'une assistante de service social et de 2 médiateurs d'accès au droit. Un 3e poste de médiateur optionnel pourrait être mobilisé pour 2026 en fonction des besoins et des financements mobilisables. La mission qui a été confiée à La Sasson est une mission importante puisqu'elle s'articule autour de plusieurs axes, dont l'aller vers les publics qui sont en situation potentielle de non-recours. Je rappelle quand même que dans les quartiers politiques de la ville, il y a plus de 40% des habitants qui n'ont pas recours aux droits auxquels ils peuvent prétendre, ce qui est énorme. Donc il y a tout cet aller vers qui va se faire. Il y aura la réalisation d'une évaluation des droits, puis l'accompagnement en réorientation vers les partenaires, les publics en situation de non-recours, bien sûr, pour favoriser l'exercice des droits sociaux au long cours. Expliciter au public les droits sociaux mobilisables. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces habitants qui auront été identifiés parce qu'il y a tout un travail qui aurait été fait de croisement de données avec les institutions. Et c'est leur expliquer qu'ils ont des droits auxquels ils peuvent avoir recours, leur expliquer comment faire et surtout qu'ils deviennent autonomes par la suite pour pouvoir le faire. Donc voilà en gros la mission de La Sasson. Je ne vais pas tous les énumérer parce qu'elles sont quand même nombreuses, mais c'est surtout ça. Et puis bien sûr partager les indicateurs et réalisation avec Grand Chambéry, qui est une évaluation globale de l'expérimentation et surtout qui est vraiment ces liens étroits entre notre agglomération et tous les autres partenaires. Donc c'est un montant qui s'élève à 63 000 € 482 de juin à décembre 2024, 112 584 de janvier à décembre 25 et 180 997 avec le 3e poste de médiateur en option ou 118 000 si on estime qu'il n'est pas nécessaire de le mobiliser. Voilà les tenants, les aboutissants de cette convention.
qu'il vous est proposé d'approuver si vous en êtes d'accord, donc avec l'attribution d'une subvention à l'association pour un montant total de 358 063 € avec un troisième poste de médiateur d'accès en droit et en option, ou 294 817 sans le troisième poste. De préciser bien sûr que la subvention sera versée selon les modalités définies et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer tous les documents et à solliciter tous les financements d'équilibre aussi auprès des partenaires. Merci. On se souvient tous de la candidature que nous avions déposée au niveau national il y a quelques mois, dans une extrême rapidité, puisque je crois que le dossier il était monté en moins d'une semaine entre les services de l'État et les services de Grand Chambéry. On a été beaucoup soutenu, je dois le dire, par le préfet de la Savoie, que je veux remercier pour son implication pour que nous soyons une des 11 territoires en France qui vont expérimenter ce dispositif et qui sera du coup regardé au niveau national pour voir ce qu'il produit comme effet, qui, je l'espère, se déploiera à la fois sur le territoire de Grand Chambéry, mais également sur d'autres territoires qui trouveront un intérêt à ce que nous allons expérimenter avec 10 autres sites sur le sol national. Merci, vice-président Franck Morat. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que nous avancions maintenant que nous avons trouvé l'opérateur? Pas d'abstention, pas d'opposition. Merci beaucoup. Et donc nous changeons radicalement de sujet, où nous parlons avec Christophe Pierreton des mesures d'accompagnement des plans mobilité d'entreprise avec le renforcement du PAC mobilité. Oui, merci. Donc le PAC mobilité pour les ODM, les offres découvertes mobilité, ou les PDM, les plans de mobilité pour les entreprises. Et donc on a un PAC complet avec 7 jours de location VAE ou vélo classique avec une caution réduite. On a 7 jours de trajet en bus, 7 jours de trajet en TER et une offre commerciale Cities avec voilà, des avantages et la gratification du covoiturage qui sera aussi mis en avant pendant l'opération. Et l'opération coûte 30 000 € hors animation, ce qui permet aux salariés de tester différents types de mobilité autres que la voiture pour les encourager à changer leurs habitudes de déplacement en voiture et pouvoir utiliser d'autres moyens qui sont plus en lien avec le développement durable. Merci. Tout ça a fait l'objet évidemment d'une présentation à l'égard de celles et ceux qui seront concernés et qui est un avantage nouveau effectivement pour se déplacer d'une façon complémentaire, voire en substitution du véhicule individuel. C'est une bonne initiative, me semble-t-il. Pas d'opposition à ce qu'on avance d'une façon concrète. Merci beaucoup, ni d'abstention. Alors, on va parler aussi, là aussi, à travers 2 rapports de solidarité en matière d'eau et d'assainissement. Et c'est légitimement Daniel Rochex qui nous les présente, ces rapports. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, je vais vous présenter donc 2 délibérations. C'est la numéro 32 et 33 pour attribuer une aide financière à 2 associations pour des actions dans le domaine de l'eau et l'assainissement dans le cadre de la coopération internationale. Alors, je tiens à signaler que le service des eaux, au-delà de sa compétence exercée dans l'agglomération de Grand Chambéry, apporte aussi son expertise et des soutiens financiers hors du territoire national. Nous le réalisons grâce à la loi Oudin-Santini qui autorise les collectivités à affecter un maximum de 1% du budget de l'eau et de l'assainissement. C'est aussi une volonté politique de se mobiliser et d'être solidaire en faveur des pays qui souhaitent accéder à l'eau et à l'assainissement. Cela permet sur ces territoires souvent en déficit de protéger et d'économiser la ressource en eau. Et le diaporama vient d'arriver. Notre soutien financier a aussi comme conséquence, je dirais, bénéfique de créer un effet levier sur la mobilisation et l'engagement d'autres financeurs tels que l'Agence de l'eau. Donc, nous collaborons et finançons des projets menés par des associations de solidarité internationale,
Donc je vais citer l'association Au Soleil, concernant un village d'Amza Ourou au Maroc. Et ça sera l'objet d'une des délibérations où on votera une subvention de 14 000 euros. Je vais citer aussi l'association Hydraulique sans frontières pour un village de Cap d'Apé au Togo pour une délibération de 20 000 euros. Alors j'en profite pour rappeler que nous collaborons et finançons aussi des projets de coopération décentralisés avec une collectivité d'un pays étranger. C'est le cas avec Chambéry Solidarité Internationale, la ville de Chambéry, l'agglomération Grand Chambéry et la ville de Taroudan au Maroc. Diapo suivante. Donc, le projet Au Soleil concerne le village d'Amza Ourou au Maroc. C'est pour l'année 2024. Donc, vous avez une cartographie, vous avez le petit point rouge, donc c'est le village. Donc, il est alimenté à partir d'une source et de bassins à l'air libre. Le débit de la source diminue et se tarit régulièrement depuis quelques années. Donc, les maisons sont bien raccordées, mais il y a beaucoup de fuites. Donc, Au Soleil réalisera et installera le système de pompage qui sera alimenté par des panneaux solaires sur un nouveau forage. Le réseau d'adduction au réservoir, équipement de réservoir de 20 mètres cubes qui sera réalisé, et le réseau de distribution jusqu'à un bassin brise-charge, et ce pour l'équivalent d'à peu près de 53 familles qui représentent à peu près 320 personnes. Donc l'association, elle, du village réalisera la connexion du bassin brise-charge et suite au tremblement de terre, la réfection complète du réseau de distribution parce qu'il y a des maisons qui ont dû être déplacées. Donc les travaux sont réalisés par des jeunes du lycée Sainte-Anne. Ce sont des élèves de Bac Pro, donc ICCER et MS. Donc c'est installateur, chauffage, climatisation, énergie renouvelable et les métiers de la sécurité. Donc le montant du projet est de 62 800 euros et une participation de 14 000 euros de Grand Chambéry. Donc, lors d'un conseil d'exploitation, ce sont les élèves avec leurs professeurs qui sont même venus expliquer donc, la réalisation de l'année 2023. Donc, ils ont fait le même système dans un village à proximité qui est Agoudim. Ils avaient fait aussi cette opération en 2022 dans le village d'Akni. Ils ont fait donc, la présentation pour ce village d'Amza Ourou pour 2024. Et à l'issue du conseil d'exploitation, donc, il y a eu un avis favorable à l'unanimité. Sur le deuxième projet qui concerne Hydraulique sans frontières, donc c'est le village de Cap d'Apé au Togo. Donc c'est pour 2 années, pour l'année 2024 et 2025. Donc vous avez aussi au Togo la représentation du village. Donc l'objectif de ce projet, c'est de connaître avant donc la ressource en eau, de disposer d'un avant-projet permettant d'assurer l'adéquation entre la ressource en eau et les besoins des populations, de proposer des ouvrages d'assainissement public et privé adaptés à la population et à l'environnement local, de connaître le type de gestion et de gestionnaire conforme aux réglementations nationales qui seront en charge des infrastructures futures. Donc nous subventionnons la phase préliminaire aux travaux et les actions d'accompagnement. Le montant du projet est de 168 130 euros, dont 20 000 de participation de Grand Chambéry. Donc Hydraulique sans frontières est venu aussi présenter son projet lors d'un conseil d'exploitation. Et pareil, le conseil d'exploitation a donné un avis favorable à l'unanimité. Donc ça, c'est vraiment les 2 corps de 2 délibérations que je vais vous proposer pour les 20 000 et les 14 000. Mais j'en profite aussi pour vous expliquer qu'avec Chambéry Solidarité Internationale, nous avons aussi un partenariat avec Taroudan au Maroc. C'est une collaboration très large qui concerne plusieurs thématiques. Vous les avez listées. Mais donc vous voyez qu'en avant-dernier, vous avez l'eau, l'assainissement. Il y a aussi ma collègue des déchets, donc Marie Bénévis, qui est concernée. Sur la partie eau et assainissement, il s'agit de soutenir la transition écologique de la commune de Taroudan, de réaliser une mission d'échange et d'expertise par une délégation du service des eaux afin de découvrir la politique de gestion des eaux usées et de l'eau potable et par la suite d'identifier des actions communes à mettre en place sur ces sujets.
Donc la participation est de 40 000 € par an sur la période 2024-2026 qui sera prise sur le budget donc de la direction des eaux de Grand-Chambéry. Et pour votre information complémentaire, nous avons aussi d'autres coopérations, dont une avec Pcharé au Liban, mais qui est suspendue à cause des problèmes économiques du pays, et avec Ouaïgouya au Burkina Faso, qui est aussi suspendue à cause de problèmes géopolitiques et sécuritaires du pays. Il est proposé au Conseil communautaire, après avis favorable unanime des membres du Conseil d'exploitation, pour la première délibération, d'approuver le versement d'une aide de 14 000 € à l'association Eau Soleil pour son projet d'eau potable et d'assainissement au village d'Amzaourou au Maroc. Pour la deuxième délibération, d'approuver l'attribution d'une aide de 20 000 € à l'association Hydraulique sans frontières pour son projet d'études relatives à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le village de Cap d'Apé au Togo, d'accepter le portage du projet auprès de l'Agence de l'eau et d'approuver la convention de partenariat avec l'association Hydraulique sans frontières. Et comme le rappelait le président, c'est vrai que c'est de la solidarité qu'on se doit. Qui est peu engageante financièrement pour Grand-Chambéry au regard des sommes que tu nous proposes, mais qui sont extrêmement importantes localement dans des régions où malheureusement la sécheresse est de mise. Et cela permettra effectivement de faire des travaux en regrettant que nous ne puissions pas le faire avec effectivement le Liban compte tenu de la situation géopolitique difficile et le Burkina où malheureusement toute forme de coopération est aujourd'hui interdite au regard de la situation politique et des dangers qu'encourraient celles et ceux qui se déplaceraient à Ouaïgouya pour mener des actions sur place, malheureusement. Y a-t-il sur les deux rapports de notre collègue Daniel Rochex des demandes de précision ou autres? Non. Y a-t-il des oppositions à ce que nous soyons présents en solidarité sur ces territoires? Non. Vous avez une question? Très bien. Merci. Ce rapport est donc adopté. Nous n'avons pas fini. Voilà. Alors, une abstention pour le Maroc. D'accord. OK. C'est noté. Les deux, donc, sont adoptés à l'unanimité, moins une abstention. Nous avons, en termes de solidarité, un sujet différent. C'est une solidarité à l'égard d'une commune sur un sujet qui n'est pas très simple, puisqu'il s'agit de l'ensemble d'une procédure de résorption d'habitat insalubre sur le terrain familial de Bouage à la Ravoire. Oui, merci. Donc effectivement, vous connaissez, pas forcément en bien, on va dire, mais il y a un certain nombre de difficultés sur le terrain familial de Bouage à la Ravoire, et malheureusement, ce n'est pas le seul. Donc on s'inscrit là dans le prolongement d'actions qui ont été initiées antérieurement. Notamment, je salue Brigitte Beauchaton, qui a lancé depuis de nombreuses années ces travaux. Et donc, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale a été effectuée début 2023. Alors, c'est quoi? C'est en fait un diagnostic sur un certain nombre de sites familiaux, terrains familiaux d'accueil de gens du voyage sédentarisés, un diagnostic des populations qui sont présentes, de leurs caractéristiques et de leurs difficultés, de leurs souhaits éventuels. Et cette maîtrise d'œuvre urbaine et sociale a mis en évidence sur Bouage un certain nombre de difficultés qui étaient déjà soulevées par le maire, à juste titre, depuis longtemps, avec une surpopulation. Il y a de l'ordre de 14 ménages, 25 majeurs, 22 mineurs, hein, une proportion très importante de jeunes enfants, et qui vivent dans des conditions à la fois on peut qualifier à la limite de l'insalubrité, voire au-delà de la limite, partiellement dues à des activités de démantèlement d'épaves, la résorption de cet habitat insalubre. Donc nous vous proposons justement ce soir d'engager cette procédure, donc sous maîtrise d'ouvrage de Grand-Chambéry, en accord complet donc, avec la commune de la Ravoire. Donc, sous maîtrise d'ouvrage de Grand-Chambéry, c'est une procédure qui va durer longtemps, probablement plusieurs années, et qui se décompose en plusieurs phases.
Tout d'abord, des études de faisabilité. On va déjà lancer des études de sol pour objectiver l'état sanitaire de ce site, les pollutions éventuelles, les diverses pollutions éventuelles, et à partir de cela, la compatibilité de l'occupation par des populations de ce site. À partir de là, donc ce site, rappelons-le, il fait à peu près 9000 m². Il y avait eu une modification du PLUI précédemment pour passer de 4 à 10, je parle sous le contrôle du maire, de 4 à 10 ménages l'accueil de gens du voyage, mais à l'évidence, cet accueil est dépassé. Ces études vont permettre donc de constituer un dossier de demande d'éligibilité qui devra être présenté en commission nationale. À partir de là, donc, il faudra esquisser un projet de sortie. Et il y aura la prise soit d'un arrêté d'insalubrité, soit d'un arrêté de mise en sécurité. L'arrêté d'insalubrité peut être partiel ou total. Et il faudra se poser la question, pas plus que se poser la question, mais il faudra concrétiser au moins le relogement temporaire, au moins temporaire, on va dire, de tout ou partie des ménages des familles qui occupent le site actuellement. D'où la recherche, par ailleurs, active de foncier pour des terrains d'accueil de gens du voyage sédentarisés, pour permettre des travaux ensuite éventuels de lourds, de requalification, de dépollution de ce site. Donc ensuite, il y aura ces études et une phase opérationnelle avec des travaux, donc, comme je le dis, et avec un indispensable accompagnement social et administratif des ménages qui sont présents. Donc c'est un engagement sur la durée important, il faut en être conscient. Et donc la demande de financement à l'ANA doit porter sur l'ensemble de cela. Nous avons d'ores et déjà fait établir des devis pour des études de sol qui vont être lancées très prochainement en anticipation. Et donc, il est proposé d'acter collectivement le principe du lancement de cette procédure RHI, résorption de l'habitat insalubre, pour ce terrain familial de Bouages à la Ravoir, et de s'engager ensuite sur la suite, qui va durer un certain temps. Merci, Madame la Vice-Présidente. C'est une procédure importante. Et c'est très bien que nous la lancions. Il y a très très peu de procédures RHI sur des terrains de gens du voyage. C'est une nouvelle possibilité qui est ouverte au niveau national dans le cadre du règlement de l'Agence nationale de l'habitat et qui peut venir nous soulager au moment où nous aurons à faire des travaux, des relogements, nous soulager financièrement par des aides nationales sans lesquelles la facture serait lourde à porter seule. Ça montre aussi qu'on en est à un point, quand on fait de la résorption de l'habitat insalubre, à un point de non-retour. Et donc on a une obligation effectivement à traiter cet endroit qui est un endroit quand même où lorsque vous allez sur place, vous comprenez aussi l'exaspération de celles et ceux qui y vivent. J'en profite pour indiquer que nous avons eu une réunion entre midi et 2 là, de l'exécutif sur les sujets accueil des gens du voyage, qu'un travail a été fait par Isabelle Duneau de dialogue avec un certain nombre de maires de l'agglomération. Je voudrais remercier celles et ceux qui ouvrent la possibilité d'une solidarité pour positionner quelques aires, parfois même des petites, mais nous avons une ardente obligation effectivement de reloger sur le territoire de Grand-Chambéry des familles qui aujourd'hui vivent dans des conditions qui ne sont pas acceptables honnêtement. Par ailleurs, sur des sites sur lesquels il y a des projets d'intérêt public, de développement économique, je le dis, Chambéry prendra sa part, mais je fais un appel aussi de solidarité pour que toutes les communes se sentent concernées, ne serait-ce que par un emplacement familial d'une caravane. Il y en a trop aujourd'hui sur lesquels nous n'avons pas de solution. Et juridiquement, nous serons pris en défaut devant des juridictions devant lesquelles des démarches ont été engagées. Et donc, il vaut mieux qu'on investisse en résolvant
en résolvant une difficulté, plutôt que de payer des indemnités qui ne résoudront pas la difficulté dans laquelle se trouve un certain nombre de familles, parce que c'est sans fin et ce sera beaucoup plus cher. Voilà. J'en profite pour faire un appel à votre ouverture vis-à-vis des sollicitations sur un sujet pas facile que porte aujourd'hui Isabelle Dunaud dans le prolongement de ce que faisait notre collègue Brigitte Beauchaton et Sylvie Kosca sur ces questions. Y a-t-il un accord, je l'espère, général pour engager cette procédure de RHI, résorption de l'habitat insalubre sur Bouages? Merci. Alors, on arrive au terme de notre séance de conseil communautaire. Je voudrais simplement apporter une modification, parce que j'ai vérifié j'avais un doute sur le rapport sur lequel il y avait 5 abstentions sur l'initiative de Benoît Perroton. En fait, c'est pour que les services l'enregistrent et qu'on transmette à la préfecture. C'était pas sur le 22 du conseil communautaire, mais sur le rapport 29 du bureau. Dans la confusion, il y a eu un problème de chiffres. Donc c'est 5 abstentions, je le dis, sur le rapport 29 du bureau et non pas du 22 du conseil communautaire. Voilà, cette rectification nécessaire étant faite, je vous indique que pour les maires présents, nous aurons une prochaine conférence jeudi 20 juin, 13 juin, excusez-moi. 13 juin, à quelle heure? On commence à 18h, excusez-moi, c'est le 13 juin, c'est une erreur de ma part. Et à la place du 20, le 13, en raison de l'absence de plusieurs maires et aussi du président de l'agglo, et nous aurons un prochain bureau suivi d'un conseil le jeudi 4 juillet à 18h30. On prendra de l'altitude à Bellecombe en Bauge. Merci pour l'accueil. Bonne fin de soirée à toutes et tous. Merci. N'oubliez pas le moment de convivialité qui est prévu. C'est important. Ça permet d'avancer collectivement.